merci d'être venus si nombreux. Et tout d'abord, mes excuses que je ne parle pas en grec. J'ai vécu une bonne période en Grèce pendant mes études, mais faire sa vie quotidienne en grec, c'est-à-dire engueuler des chauffeurs de taxi ou acheter du pain, ou donner une conférence en grec, c'est deux choses quand même légèrement différentes. Et pour cette raison, je me bats déjà assez avec le français, parce que je suis suisse-alémanique de l'origine. Je pense qu'il y a assez de difficultés pour moi ce soir. Voilà, alors je vais quand même continuer en français. Ça fait trop son. Ça va comme ça? Autrement, on est tout dans le noir. J'ai demandé qu'il remplace les vents. Voilà un peu les problèmes du quotidien avec lesquels on se bat aussi à l'Université de Genève. Dans un bâtiment autrement adorable. Et si jamais vous avez encore le temps, tout à la fin, je vous propose une première. Vous serez les premiers à voir, c'est-à-dire un nouveau musée dans ce bâtiment. Mais on verra ça tout à la fin. Mais d'abord, parlons un peu de ce sujet. Panayotis m'a dit que j'ai 2 heures. Alors, je vais profiter de m'a dit une demi-heure. J'essaie de tenir quand même. Pour cette raison, je fais manuscrit pour ne pas me perdre totalement. Mais quand Panayotis m'a demandé donc, si je ne pouvais pas parler dans le cadre d'une conférence de des travaux de l'unité d'archéologie classique de l'Université de Genève en Grèce et de possibles impacts économiques, j'ai accepté, j'ai une mauvaise habitude, j'ai accepté cela de manière totalement spontanée et sans réfléchir. Comme nous sommes de bons collègues, de bons amis, nous collaborons aussi au sein de l'association ENAR Comité. Mais juste pour me retrouver assez vite ensuite, quand même, avec quelques doutes. J'ai cette habitude, je pense, c'est pas très suisse, faire quelque chose et ensuite réfléchir. Mais j'ai eu quand même quelques doutes. Est-ce que la valeur et l'importance des monuments antiques et des musées archéologiques en Grèce, est-ce que c'est pas assez connu? Aussi comme facteur économique qui attire donc chaque année des millions et des millions de personnes. Est-ce que tout cela n'est pas trop évident? Qu'est-ce que je pourrais donc alors dire à ce sujet, en outre sous la perspective d'un archéologue universitaire qui a comme première tâche l'enseignement, la recherche s'il a le temps et surtout beaucoup d'administration au sein de l'université. Après quelques réflexions, j'ai commencé quand même à penser que les projets que nous avons réalisés au sein de cette université, et surtout en Grèce, peuvent néanmoins servir éventuellement comme un exemple qui pourrait être intéressant dans ce contexte. Pas pour redire ce qui a été déjà dit en entreprise, mais éventuellement pour dessiner dans le petit des possibles pistes de collaboration, de développement et enfin de contribution à l'économie en Grèce. En même temps, il me faut souligner que je ne suis pas du tout économiste. Alors, tout ce qui concerne les chiffres, ça baissait à Panayotis, ça baissait à moi. Je ne vais alors pas m'aventurer de vous proposer ce soir des modèles théoriques, des calculs précis ou encore des théories générales, comment la Grèce pourrait faire mieux dans la macroéconomie ou comment chacun de nous pourrait faire mieux dans la microéconomie. Je vous laisse choisir. Je ne suis aussi pas un spécialiste du tourisme. Et pour commencer, je vais faire quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Je vais vous dire de ce que je ne vais pas parler ce soir. C'est dans tous les conseils pédagogiques. Il ne faut jamais faire comme ça, mais ils sont comme une utile. Je vais par exemple pas parler du nouveau musée de l'Acropole avec un architecte suisse, donc un engagement très direct, évidemment, on peut être tout fier, qui est devenu un pôle premier du grand tourisme à Athènes, avec le petit bémol que le musée national, qui est le véritable trésor du Louvre de contenu, a perdu beaucoup de visiteurs. Les gens se contentent d'aller visiter le musée de l'Acropole. Donc là, il y a une réflexion à faire, mais ce n'est pas la mienne. Je ne suis aussi pas celui-là qui est responsable de la gestion des dizaines, des centaines, des millions de visiteurs qui occupent, pendant l'été surtout, soit l'Acropole d'Athènes, ça c'est à Olympie, un groupe de visiteurs allemands, ou encore à Épidore, qui inondent les grands sites. Tout cela ne peut pas être le sujet, aussi peu que l'impact économique du tourisme en Grèce. Et là, j'étais presque surpris, ne seulement où c'est très petit, en 2014, en dessous de 7% du produit social et national de la Grèce. J'étais surpris, j'aurais attendu beaucoup plus. Les plans prévus, c'est une étude récente
pour 2024, prévoit un peu plus 7,2%. Donc, montez gentiment. C'est un. Mais là aussi, il faut des réflexions, etc., à faire qui ne peuvent pas être les miennes. C'est impossible que je le dise, je viens de notre créneau. Mais enfin, juste pour calmer vos pires craintes, je ne sais pas me lancer dans un discours historique de l'Antiquité jusqu'à nos jours sur l'économie en Grèce, évidemment en parlant tout le temps de l'art antique grec qui me tient particulièrement à cœur. Si cela vous intéresse, la thématique vous intéresse, je fais la pub où je peux pour parler de l'archéologie. Je vous ai placé là un certain nombre de documents, nous offrons des formations continues, etc., dont je vais parler encore. Là, il y a l'occasion. Ce soir, ce n'est pas l'occasion à cela. Je peux aussi dire que le cours principal qui a lieu jeudi soir, de 6h à 20h, est ouvert au public, ceux qui s'intéressent, vous étiez bienvenus. Mais alors, de quoi je vais parler? En réfléchissant, j'ai pensé qu'il faut quand même structurer la chose un tout petit peu. Et j'ai divisé ma petite présentation avec des exemples concrets de nos travaux dans deux créneaux. Un, les travaux archéologiques de l'Université de Genève ont un impact en Grèce directement, avec les recherches sur le terrain, les collaborations scientifiques avec nos partenaires grecs, la communication, les voyages d'études que nous faisons en Grèce et la formation en collaboration de nouveau avec les collègues grecs. Là, nous apportons un impact, je pense, petit, mais direct à mentionner. D'autre part, il y a aussi l'élément de l'impact que nous pouvons créer en Grèce. C'est fantastique, c'est bon. Vous préférez comme ça? On va un peu mieux. Ça, c'est mieux. Ouais. Bon, il y a évidemment, à part de tout ce que nous faisons en sein de l'université, la formation, aussi publique, il y a la mise en valeur de la culture grecque, il faut parler de la Grèce, surtout dans une ville philhellénique comme c'est Genève, pardon, je dis vous voyez combien c'est philhellénique. La mise en valeur donc, de la culture grecque, les expositions qui permettent de communiquer et l'information du public. Je vais essayer de vous donner des exemples très concrets à cela. Donc nous pouvons parler un peu de deux côtés d'un possible impact économique où l'archéologie peut être une sorte de moteur. C'est directement en Grèce, en produisant des fonds et du travail, etc. Et d'autre part, l'impact indirect que nous pouvons faire ici à Genève en parlant de la Grèce. Et ça, c'est un important trajet aussi dans la Babylone qui permet aussi de communiquer. Il y aurait encore d'autres aspects, mais qui deviendraient très théoriques au niveau des réseaux scientifiques internationaux, etc. Donc, déjà, ces premières réflexions, encore bien abstraites, je l'avoue, que vous illustrez que je pense en effet que l'archéologie peut servir comme un exemple, pas comme une solution, mais comme un exemple de comment on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et sans vendre sa peau. Je suis archéologue, je vais rester archéologue, je sais que je ne correspond pas au cliché, je ne suis pas une Indiana Jones, pas du tout, ni une Lara Croft, ou d'autres, mais je pense qu'on peut contribuer activement sur plusieurs pistes. Donc alors passons de la théorie au concret. L'unité d'archéologie classique que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger depuis 5 ans, nous sommes dans la 5e année juste maintenant, développe depuis ces 5 ans ses actions selon 3 pistes très simples. Je viens de Vienne, c'est la ville des horlogers, comme la Chaux-de-Fonds. Donc on passe par étapes très bien définies. Les 3 étapes, c'est l'enseignement. Nous essayons de développer de nouvelles formes d'enseignement. C'est le patrimoine genevois sous le regard de l'art antique. Et 3e, c'est les recherches dans les terres. Dans cette dernière catégorie, évidemment, la Grèce joue un rôle prépondérant, sinon important. Cela aussi au profit, non, au frais, il faut dire, des régions un peu plus éloignées. L'archéologie classique est actuellement en train de perdre une partie de ses terrains. En Syrie, vous ne pouvez plus travailler depuis des années, ça va rester comme ça. En Libye, c'est pas mieux. En Algérie, c'est difficile. L'Égypte pose des problèmes. La Grèce, c'est calme. C'est pas paradisiaque pour cette raison. Donc alors là, nous sommes évidemment, mais aussi au niveau de l'histoire de la culture, nous avons tout intérêt de rester et de travailler en Grèce. Ce que vous voyez sur ces cartes, ces quelques points rouges, sont des exemples où nous avons réalisé, nous allons réaliser cette année des recherches dans le terrain.
Je ne vais pas entrer sur tout cela en détail, mais juste pour vous donner un peu une image de ce qui peut se faire. Je commence avec la grosse brique, pour ainsi dire, sur l'île d'Érythrée, où l'École suisse d'archéologie en Grèce entreprend depuis 50 ans des fouilles archéologiques dans la ville d'Érythrée. Ici, les dernières fouilles des thèmes romains qui ont été dégagées ces dernières années, et d'autre côté, tout récemment découvert et en fouille actuellement, le sanctuaire d'Amarinthos, d'Artémis Amaricia, qui seront continués cette année. Cette École suisse d'archéologie en Grèce est portée par une fondation, par de l'archéologie de l'École suisse, par le Fonds national et par des contributions des universités, dont aussi l'Université de Genève. Nous envoyons chaque année des chercheurs, des étudiants, des stagiaires, etc. pour participer à des fouilles. La Suisse a aussi contribué directement, investi directement en payant un pavillon qui protège le bâtiment le plus important, la maison aux mosaïques, et on a collaboré avec la Grèce pour la nouvelle mise en place du musée archéologique d'Érythrée. Une nouvelle mise en place était juste faite l'année passée aussi. Donc là, vous voyez une collaboration très directe avec un financement qui vient de la Suisse, qui permet à créer des infrastructures. Toujours en collaboration directe avec les administrations responsables dans les différents pays. Miraculeux, ça bouge automatiquement. Nous avons aussi des projets qui ne sont pas tellement des projets de fouille, mais des projets de prospection. Une prospection est quelque chose de tout bête, vous baladez dans le terrain, juste vous ratez aucun mètre carré et vous regardez chaque objet que vous trouvez en surface, vous le documentez, vous établissez des cartes de répartition. Là, nous avons deux projets en Grèce qui tournent. Un, c'est un projet du Fonds national par Sylvian Fachard dans le nord de l'Attique, où il cherche la frontière entre les Athéniens et les Béotiens. Voilà, vous voyez un peu comment se passe une prospection. Donc, vous mettez les étudiants en rayon et puis ils doivent regarder du matin au soir le sol. C'est un magnifique paysage, ils ne voient rien, ils voient que le sol. Ils cherchent des fragments. Voilà, vous voyez combien on peut trouver de céramique antique. Et ça, c'est aussi dans la plaine de Masie. Ça, c'est le terrain de combat, si vous voulez, de Sylvian Fachard. Là aussi, nous envoyons donc alors des étudiants pour faire cela. Ici, c'est nouveau pour cette année en Thesprotie, dans la région de Kalamas. Nous avons collaboré avec un projet grec, et qui était avant un projet gréco-français, pour envoyer de nouveau des étudiants pour les prospections. Ce sont toujours des petits nombres. On n'a pas beaucoup d'argent, mais ça peut être 3, 5, 6, 10 étudiants que nous pouvons ainsi financer. Dans ce contexte, comme c'est mon champ direct que je dirige depuis quelque temps de bataille, juste un regard sur l'Italie du Sud, centre de la culture grecque aussi dans l'Antiquité, évidemment, où nous travaillons dans la région de Crotone, aussi avec des prospections, comme vous pouvez le voir. Parfois il pleut aussi, là. Alors il n'y a pas de souci. La semaine passée, on a eu de la neige, on a eu des collaborateurs. Voilà comment vous trouvez les choses en surface, sur des gens déblayés, etc. Donc alors là, nous avons un apport direct, évidemment, parce que les étudiants, il faut les nourrir, il faut les loger, ils consomment, et parfois, si vous faites des fouilles, vous pouvez engager des collaborateurs locaux, et vous pouvez créer, comme je l'ai dit, des infrastructures. Cela, on a aussi fait à Crotone, dans la vallée de Cerentia, on a pu installer avec l'aide de l'Office fédéral de la culture un nouveau musée archéologique, financé par la commune, mais tout ce qui était mis en place, organisation, conception, ça a été financé par l'Office fédéral de la culture en Suisse. Et nous faisons aussi des expositions, comme c'était la toute première qu'on avait fait ici à Genève, qui a porté sur Crotone. Donc faire parler des choses. Mais retournons en Grèce, je vais revenir sur ces différents aspects. Évidemment, le projet qui a fait parler le plus l'année passée, c'était le projet Terra Submersa avec la planète solaire, qui va aussi donner un peu la pièce principale, le plat principal de ce soir. Surtout, l'attractivité venait encore avec ce bateau absolument magnifique, très photogène, pour ainsi dire, qui a attiré beaucoup d'intérêt. Mais avant de parler donc de cela en quelques détails de plus, essayons donc alors de revoir les choses. Je vais vous bombarder un tout petit peu, je le sais, mais c'est juste pour vous montrer la pluralité des possibilités.
Quand nous regardons ces projets d'art archéologique, ce sont des projets qui se passent souvent dans des régions plutôt décentrées. On travaille aussi à Athènes, c'est évident. Nous travaillons dans les musées, etc. Mais avec beaucoup de ces projets, surtout les prospections, nous allons dans des régions qui sont plutôt éloignées du centre, qui ont un petit impact économique du centre. Et là, je pense qu'on peut donner un apport direct en logeant, en nourrissant et en engageant les gens sur place. Et donc, alors là, il y a un certain impact qui peut se faire. L'exception dans tous ces projets, c'est Érythrée, qui est en effet, vous le connaissez, un lieu de vacances, surtout pour les Athéniens, mais dans les périodes non vacances, c'est quand même parfois un village qui n'est pas tellement central dans le monde. Mais ça, c'est un peu le cas. Autrement, nous sommes vraiment dans les vallées où, évidemment, l'archéologie est terriblement bien conservée. On a tout intérêt d'aller dans les régions des centres. Donc l'engagement aussi de collaborateurs, la création de structures ou d'infrastructures durables, et tout cela peut se jouer dans l'espoir aussi d'apporter un certain tourisme, mais ce n'est pas le premier objectif. Le premier objectif, c'est créer aussi le sentiment de la fierté du patrimoine local. Pas seulement les grands chefs-d'œuvre du musée national, mais pourquoi la vallée où j'ai grandi est tellement riche et importante. De créer aussi là des liens émotionnels et de créer un engagement auprès de la population. Donc ça, c'est le travail, on peut dire, un investissement, un apport direct plutôt petit, un apport indirect qui peut être beaucoup plus durable. Sur une toute autre échelle, c'est joué le projet avec la Terra Submersa avec le bateau solaire. Évidemment, le bateau lui-même et l'utilisation d'une technologie de haute gamme a nécessité, là, au niveau financier, un investissement qui a dépassé largement tout ce qu'on avait fait avant. Avec un projet moins show-off, pour ainsi dire, il aurait été pas possible de susciter autant d'argent comme on a pu trouver avec le soutien du rectorat de l'université pour ce projet. D'habitude, nous tournons sur des budgets qui sont 10 fois plus petits. Ici, on parle de plusieurs centaines de milliers de francs. Avantage, ce bateau a aussi suscité un énorme intérêt médiatique sur lequel je vais revenir. Et cet impact, il y a toute une série d'impacts qui rendent la chose particulièrement intéressante. D'abord, il y a toute une série de collaborations qui ont été mises en place dans l'École suisse d'archéologie en Grèce, qui est à Athènes, mais aussi le Centre grec de recherche maritime qui est venu avec un deuxième bateau, financé par ce même projet avec toute son équipe. Le service grec des antiquités sous-marines et en Suisse encore le Latinium. Donc tout un réseau de collaboration qui est devenu possible. Et tout cela financé par une série de fondations qui ont été aussi attirées par cet aspect très particulier de ce bateau. Pour l'expliquer, parce que ce n'était pas seulement du show-off, un intérêt de recherche très précis, mais il faut bien le dire, dans l'historique du projet, en effet, le recteur m'a approché, écoute, on a ce bateau à disposition, est-ce que tu n'aurais pas une idée? Les idées ne manquent pas, on a développé en effet dans une semaine la première approche, sans savoir dans quoi on se lance, les dimensions. Juste pour vous donner une image de l'unité d'archéologie, il y a un prof, ce qui est moi, et puis j'ai 100 collaborateurs qui sont chacun à 25%. Fini pour l'infrastructure. Maintenant, j'ai plusieurs doctorants sur des projets, mais ça, c'est déjà exceptionnel. Ce n'est pas des postes qui sont confiés à moi en tant que professeur, c'est tout le financement. Donc, très petit, on n'a pas su dans quoi on s'est lancé. Mais juste un mot voilà, sur l'approche scientifique, je ne vais pas entrer trop dans les détails. Ici, dans le nord, se trouverait, nous sommes en Péloponnèse, Nauplie, et nous sommes dans la baie de Kyllada, avec le village de Kyllada, et cette baie qui nous a intéressés, car ici est située la grotte de Franchi. L'intérêt particulier de cette grotte, et pourquoi cette approche que nous avons choisie, pourquoi les archéologues ont besoin de bateaux solaires, est-ce qu'ils sont totalement devenus fous, malades, ou quelque chose? Non. Alors, un tout petit peu de théorie est inévitable. Quand vous vous baignez aujourd'hui en Grèce, la Méditerranée se trouve aujourd'hui à une hausse. C'est-à-dire, si je retourne les derniers 10 000, 15 000, 20 000 ans, la Méditerranée a été beaucoup plus basse.
Cela suite au fondrement ou au gel des pôles du nord et du sud, qui peut apporter de l'eau ou pas, ou retirer de l'eau. Ce que je vous montre ici, en effet, c'est une carte de l'Europe en rouge avec des régions qui, pendant les époques du paléolithique, donc ils ont 10 millénaires de temps après aujourd'hui, étaient accessibles par pied, qui se trouvent aujourd'hui sous l'eau. Vous voyez, vous pouvez aller de la France à pied absolument en Angleterre, il n'y a pas de souci. L'Italie du Nord, la baie de Trieste, de Venise, c'est accessible. Il y a plein de villes romaines là aussi, on va s'occuper de cela. Et vous voyez aussi pour la Grèce, la carte a changé considérablement. Maintenant, les humains ont une habitude particulière, surtout dans les périodes préhistoriques. Ils s'installent proche de la rive. Vous pouvez à la pêche, vous pouvez facilement faire la cueillette des fruits, etc. Et ainsi, autrement dit, tous les gens qui ont habité dans la préhistoire proche de la rive ont installé des sites qui se trouvent aujourd'hui sous l'eau. Nous avons raté, si vous voulez, jusqu'à maintenant, un énorme nombre de la préhistoire, aussi de la Grèce, qui se trouve sous l'eau. Ça, c'est une approche. Donc, alors là, occupons-nous de tout ce qui n'a jamais été étudié, avantage de tout ce qui n'a jamais été touché. Vous construisez, il n'y a pas de maison qui détruise. Deuxième élément, pourquoi les affranchis, proprement dit? Nous parlons de la néolithisation. Au 7e millénaire avant Jésus-Christ, il y a un changement fondamental qui commence d'arriver de l'Est en Europe. Les gens sortent des cavernes, des grottes et s'installent dans des villages. On commence à faire l'élevage des animaux, on commence à élever du blé, etc. Donc c'est la sédentarisation. D'après la théorie traditionnelle, l'ex oriente lux, la néolithisation vient de l'Europe et est passée par la Turquie, le Balkan, pour entrer en Grèce. On a malgré tout reconnu maintenant que la navigation est beaucoup plus ancienne et qu'il y a un passage important qui passe par la mer. Deuxième, les trouvailles les plus anciennes en Grèce ne se trouvent pas dans la Grèce du Nord, mais dans la grotte de Franchki. Alors, le possible deuxième scénario, que la sédentarisation n'est pas passée par le Nord, mais en effet par la Grèce pour se défendre ici, ensuite, à travers toute l'Europe. Autrement dit, pour abréger, ce que nous avons cherché avec le bateau le plus moderne du monde, le plus ancien village de l'Europe. C'est les deux extrêmes, pour ainsi dire. La grotte de Franchki est impressionnante de son occupation. Elle est en effet occupée, vous le voyez bien, sur 35 000 ans, jusqu'à la fin de l'époque néolithique. Là, nous sommes autour du 5e à 4e millénaire avant Jésus-Christ. Elle se présente aujourd'hui ainsi. Ce que nous pouvons constater, qu'autour de 7000 avant Jésus-Christ, 6700, 6800 avant Jésus-Christ, les gens quittent la grotte. Le mobilier archéologique, il change. Avant, ils habitent dans la grotte. Et maintenant, ils sortent. Mais où est le village? Parce qu'ils habitent quelque part. Et comme on continue à utiliser cela, d'où vient ce point d'interrogation? Est-ce que ce village ne se trouve pas sous l'eau, dans la baie de Kyllade? La raison donc d'aller avec ce bateau a été, par des mesures géophysiques ici, de créer d'abord une carte extrêmement précise de la structure géologique sous l'eau, et si jamais trouver des anomalies qui pourraient remonter à une installation humaine. Je peux vous dire, on a un indice, éventuellement, il y a quelque chose. Donc on n'a pas fouillé, on n'a que fait des mesures avec side scan sonar, etc. Ce qui en ressort sont des schémas pareils, je vais vous donner un exemple. Et voilà évidemment l'attractivité du bateau. Mais on a travaillé avec deux bateaux, vous voyez là l'équipe grecque du Centre de recherche maritime avec l'Alkion qui a travaillé en parallèle, qui a complété, donc alors ces études on a pu avancer 2 fois plus vite. Qu'est-ce qu'on a dû faire? Le capitaine, les deux capitaines ont été passionnés. Il faut faire des trajets extrêmement précis, ne pas bouger pour tenir la route des instruments. Ça, c'est la carte des trajets qu'ils ont fait selon un plan très réfléchi. Et ce qui ressort à la fin, ce sont des graphiques pareils. Avec les nouveaux instruments, nous ne pouvons pas seulement regarder la surface du sol, mais aussi les couches à une certaine profondeur.
Et que ce que vous voyez ici en bleu, vous voyez c'est plat, puis ça remonte, puis ça devient plat, puis ça remonte. Ce sont des paléoplages. La Méditerranée, elle monte par étapes, elle descend par étapes. Donc elle crée des plages. Puis ensuite elle remonte, elle se redresse, etc. Donc c'est des plages, pas seulement sous l'eau, mais aussi sous les sédiments qui sont devenus visibles. Ensuite, on voit aussi des irrégularités, on appelle ça des réflecteurs, et il y a une zone ici qui indique en effet quelque chose que les géologues n'arrivent pas à expliquer. Est-ce que c'est là où est le premier village? Ça sera le travail des années à venir pour confirmer ou affirmer cette théorie que le village pourrait se trouver là sous l'eau. C'est même pas si profond, c'est à quelques 10 à 12 mètres, donc ça joue aussi au niveau chronologique. Il y aurait beaucoup d'autres éléments à montrer. Donc, dessiner des cartes et les analyser. Deuxième approche, là on a profité des étudiants, on a fait proche de la rive des prospections traditionnelles, en plongeant, juste en regardant ce que vous voyez en surface, là vous voyez avec la planète solaire, de nouveau avec des collègues grecs, et en effet ils ont eu de la chance, ils ont découvert un grand mur, qu'il faudra étudier encore, et des objets de l'âge du bronze. Et là, il doit avoir un important habitat. On n'ose pas encore parler d'une ville de l'âge du bronze jusqu'à maintenant, pas découvert. On va essayer d'analyser. Aujourd'hui aussi, de nouveau sous l'eau. Vous voyez la profondeur, ici c'est quelques 4 ou 5 mètres sous l'eau, c'était sur une petite colline à l'âge du bronze. Et la mer était plus loin. Donc voilà, ça c'est l'approche archéologique. L'apport direct du projet, collaboration, financement étranger, intégration d'équipes grecques et donner de l'emploi et des choses à faire. Le deuxième élément, pas moins important, qui a pris la même durée que l'analyse et l'archéologie proprement dit, c'était la communication. Faire parler de la Grèce, faire parler de ce projet de recherche, faire parler, c'est un cellaire comme je l'ai appelé, chercher avec le plus moderne bateau, le plus ancien village de l'Europe. Il faut plus grand expliquer, mais la planète solaire, c'est un pôle d'attraction. Ça vous permet plus facilement de communiquer. Et ainsi, nous avons fait plusieurs arrêts. D'abord à Érythrée, à l'occasion du 50e anniversaire. Ensuite au Pirée, où l'ambassade suisse nous a beaucoup aidés. Et enfin aussi à Nauplie, nous avons fait là de grands arrêts. Ça a été aussi ainsi communiqué. Il venait des gens de la Grèce, il venait des touristes, des classes, etc. On était totalement submergés, on a eu dans ces quelques jours plus que 2000 visiteurs. Il y a eu des groupes annoncés, des groupes qui sont voyagés exprès pour venir voir cela. Mais on a aussi des écoles, des universités de la Grèce qui sont venues, ce qui nous a donné l'occasion de communiquer, de discuter, de développer éventuellement des nouveaux projets, parce qu'il faut, à Lyon est le meilleur exemple, se rencontrer pour avoir un échange. On a aussi un bon nombre, de visites diplomatiques, je ne sais plus combien de ministres, anciennes First Lady, etc., qui sont restés sur le bateau. Et ce qui était intéressant, ils ont parlé science et recherche, et pas politique. Donc ça a donné l'occasion de communiquer, de créer quelque chose de nouveau. L'autre impact, on avait aussi fait une petite exposition sur les quais où on a pu expliquer qu'est-ce qu'ils font les archéologues, etc. L'autre impact, c'est la couverture des médias. Nous sommes actuellement, je pense, à 600 articles de presse, je ne sais pas combien d'émissions à la télé, des émissions radio, etc. Et puis là, merci à Panayotis de me l'avoir passé, Julien Beck qui a dirigé les opérations sur place, qui a fait la première sur la magazine du dimanche de la Caffimélie, alors que la politique a moins de pages dans le même volume. Ça c'est une édition sur le sponsoring, une revue sur le mécénat, qui est aussi paru. Donc là, il y a des centaines de choses. Je pense que j'ai donné pour la première fois, et probablement la dernière fois de ma vie, une interview pour la télé chinoise, sachant que les journalistes ont été des Grecs. Donc voilà des expériences. Tout cela a été accompagné aussi par un autre site, soit de l'université, soit de la planète solaire, donc les gens ont pu suivre les opérations. Et ça, c'est les dernières parutions dans ce contexte, donc ça continue, l'intérêt continue. Ça, c'est Archéologios, qui est une revue que vous pouvez acheter au kiosque en France et aussi en Suisse.
c'est l'édition de janvier, où Terra Submersa est bien présente là-dedans. Les derniers produits de l'université, il n'y en a presque plus chez Paul Plus, mais on peut aussi le télécharger. Il y a une nouvelle magazine pour les enfants de l'université Campus Junior, et Planète Solaire fait le sujet principal. Donc là, on peut parler de la Grèce, de l'archéologie en Grèce aux enfants, très directement. Enfin, plus important, plus largement, on a un film documentaire en 4 chapitres sur la planète solaire qui a été publié le 15 janvier. Et il y a tout un chapitre sur l'archéologie en Grèce et le projet Terra Submersa. Quand vous le regardez, c'est en ligne sur le site Arte. Vous allez noter que je donne mon interview à Avanches, et pas en Grèce, parce que quand le journaliste est venu, j'étais déjà de nouveau loin, et à la fin on s'est retrouvé à Avanches. Il y a beaucoup de liens, je vous ai préparé là une fiche avec quelques liens et qui indique aussi où vous pouvez trouver ce documentaire qui est impressionnant, c'est parmi les plus belles images que j'ai jamais vues de cette région de la Grèce, Emmanuel Dupont et Angélique. Donc là, un impact qui continue. Les gens vont voir qu'est-ce qu'on fait en Grèce, qu'est-ce que c'est l'archéologie en Grèce, et ça peut motiver pour des voyages. Nous offrons aussi régulièrement des voyages en groupe, soit pour les associations ENAR ou autres. Maintenant, je vais aller en juin avec l'association d'archéologie classique de Genève en Arcadie. Et à l'occasion du voyage de Planète Solaire, des recherches, j'ai organisé un voyage en Grèce avec une bonne trentaine de collaborateurs de l'UNI et de gens, des alumni, qui ont pu venir pour participer. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, j'ai pas su que la Grèce est si belle, je vais y retourner, j'ai vu que du mal dans la presse. » Vous voyez l'importance d'y aller. Ils ont découvert la Grèce. Il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas connu la Grèce. Je leur ai montré un peu ma Grèce à moi. On a fait un court passage sur l'Anthropole, mais les choses que j'ai essayé de leur montrer, c'est des choses qu'on ne connaît pas tellement. Ils ont beaucoup apprécié. Bon, voilà l'impact de Nouveau Direct. Ils ont tous bien mangé, bien bu, habité dans des hôtels, mais ils prennent aussi quelque chose avec et ils vont retourner en Grèce. Donc vous voyez là la pluralité des aspects. Et ça fait un lien vers ce qu'on peut faire à l'université très directement. Nous allons organiser, c'est la première fois que l'Université de Genève va offrir une summer school avec l'archéologie subaquatique en Grèce, mais c'est l'Université de Genève qui fait. J'ai une seule carte, prière de ne pas la prendre, mais vous aurez le lien, je pense, sur le site, autrement adressez-moi un courriel. Donc les gens vont payer et venir pour faire cette summer school en Grèce que nous organisons en collaboration avec nos collègues grecs. Nous offrons ici aussi régulièrement des formations, il y a donc des cours universitaires qui sont gratuits, mais aussi la possibilité de faire un peu plus. Il y a un Certificate of Advanced Studies qu'on peut faire sur l'archéologie. Dans le deuxième module, on va commencer. Il y a aussi là encore des cartes si vous voulez savoir plus. Et nous offrons aussi une nouvelle formation avec la faculté des droits. Les deux formations sont payantes, avec l'archéologie classique et le droit des biens culturels. Donc alors là, un développement des formations que nous pouvons donner et qui sont toujours l'occasion de parler de la Grèce. Niveau formation, la Grèce est un sujet continu. Au grand public, en petit, dans la formation, évidemment, dans les cours. Un autre projet, un autre trajet, je l'ai mentionné déjà, sont les expositions. Faire parler de la Grèce ici. Annonce, c'est nouvelle. Vous aurez une exposition sur les fouilles archéologiques à Philippe, ici à l'Uni du Four. D'abord à Lausanne, le 17 avril au 6 mai, donc disons dans le trajet d'avril, ici à l'Uni du Four. Une grande exposition de panneaux de photos avec des maquettes qui parlent du centenaire des fouilles archéologiques à Philippe, ici à Genève. Donc on va aussi organiser des visites guidées, etc., pour parler de cette ville qui n'est pas sur la route principale des grands voyages touristiques. Si vous allez en Macédoine, vous allez visiter Philippe, mais si vous êtes collé à Athènes, vous n'y allez pas. Donc faire connaître aussi ces autres sites. Et enfin, parler de la Grèce, parler de la culture grecque, faire reprendre la connaissance. Les gens ne lisent vraiment que des livres négatifs. Montrons l'importance, aussi l'importance pour nous. L'importance de la culture grecque,
pour le classicisme, pour la formation des arts, à partir de la Renaissance, c'est un autre créneau qui nous occupe beaucoup, et directement ici à Genève. Vous pouvez voir ça ensuite dans l'original depuis une semaine chez la nouvelle salle pour les moulages. Je vous propose d'aller visiter. Et comme vous pouvez le voir déjà, il y a presque uniquement de la sculpture grecque. C'est des moulages qui ont été achetés à partir du 19e siècle, fin 18e déjà, pour former des dessinateurs, des graveurs, des émailleurs. C'est la sculpture grecque qui domine. Et il faut mettre ça en évidence et en avant pour rappeler l'importance de ce lien qui se construit entre la Grèce et la Suisse et un impact économique. Sans ça, vous n'auriez pas les grandes sociétés des montres en Suisse qui pourraient fonctionner. Vous voyez l'importance de la Grèce que nous rappelons tout le temps par ce lien. Là, nous faisons tout un programme, vous trouverez des liens, il y aura la nuit des musées, etc. On pourra manger à la grecque antique, mais aussi la musique antique et plein de choses. Et pour aller encore plus loin, et ça c'est un plaisir de voir que j'ai une équipe qui comprend, c'est une initiative des doctorants, c'est pas moi, pour une fois, qui ont dit on veut faire plus. Nous voulons faire quelque chose de vraiment grand public. Et il y aura la première nuit antique le 24 avril, de 5h du soir jusqu'à 11h, dans toute la ville. Il y aura des stands, on peut frapper des monnaies, on peut faire de la terre cuite, on peut manger à l'antique, il y aura des combats de gladiateurs, des conférences, etc. On pourra visiter des fouilles archéologiques, et de là aussi est intégré évidemment aussi ce que nous faisons au sein de l'unité et ce que nous faisons en Grèce. Parler de cela, faire redécouvrir et montrer aux gens que l'archéologie, ce n'est pas seulement le passé un peu poussiéreux, ça nous concerne. Ça nous concerne pour la Grèce moderne, ça nous concerne pour nous, pour notre culture, ça nous concerne sur tous les niveaux. Car j'abrège, les questions que je pose aujourd'hui en tant qu'archéologue, dans l'Antiquité, ça n'a intéressé personne. Les questions que nous posons sont des questions d'aujourd'hui. L'archéologie est une science d'aujourd'hui et pas du passé. Le passé est l'objet. L'intérêt est absolument actuel d'aujourd'hui et bien pas le champ. Et ainsi, ça explique pourquoi nous pouvons lier un bateau ultramoderne à la recherche d'un très ancien site situé en Grèce et créer là, je pense, de l'enthousiasme pour la Grèce, de l'engagement pour redécouvrir et de retisser ces liens qui sont encore en train de s'effondrer. Et dans ce sens-là, j'ai l'impression, ça c'est le rapport, vous savez aussi le lien sur la piste, sur la fiche, que nous publions maintenant chaque année en ligne. Vous trouvez encore, il y a beaucoup d'éléments dont je n'ai pas pu parler, parce qu'autrement ce serait vraiment les 2 heures. Et si vous trouvez là aussi des informations sur une lettre d'information que nous diffusons gratuitement à tout le monde qui s'intéresse. Et là, actuellement, quelques 500 inscrits, si j'ai bien vu, qui reçoivent régulièrement nos informations sur l'archéologie classique, uniquement à Genève. On est devenu un peu égoïste, et on le trouve. Donc, parler de la Grèce, créer de la passion, inviter les gens à participer, avoir des idées. Si quelqu'un a une idée, comment on pourrait continuer avec ça, on est tout ouvert. Une autre idée, ce qu'on pourrait faire, the sky is the limit, nous essayons de créer. L'archéologie peut collaborer avec tout le monde. Pourquoi? Nous travaillons avec le quotidien dans l'Antiquité. Tout ce que vous portez sur votre corps, tout ce que vous pouvez toucher dans vos maisons, dans l'Antiquité, c'est l'archéologie. C'est une masse. Tout ce que vous concerne, les questions juridiques, financières, économiques, est-ce que vous mangez, etc., c'est l'archéologie. J'ai toutes les questions du monde dans l'Antiquité. Et pour cette raison, c'est une question, c'est un domaine qui est absolument d'actualité. Et si on se limite de créer des liens, je pense, du tourisme de masse, de calculer les pourcents du produit social d'un pays, c'est important, mais ça ne peut pas être tout. Je pense qu'il faut aller dans les régions lointaines. Il faut chercher des collaborations et créer de l'enthousiasme en Grèce pour le passé, et ici, le patrimoine, la culture, et ici, pour rappeler l'importance de la Grèce. Voilà, je vous remercie de votre attention.